pneumonie qui l'a cloué au lit pendant 12 jours. Si je pouvais voyager dans le temps, je lui dirais de ne pas s'inquiéter, je changerais la roue pour elle. Et je lui éviterais de tomber malade. Ce choix intime et profondément humain laissa l'assistance sans voix. Il rappelait que les gestes les plus héroïques n'étaient pas toujours ceux qui sauvaient l'humanité entière, mais ceux qui protégeaient les êtres que l'on aimait. Les grands paradoxes temporels semblaient bien futiles face à l'amour d'un fils pour sa mère. Dans cette joyeuse farandole du quotidien, Jean-Claude se découvrit une nouvelle passion inattendue, le tango. Voulant s'affiner, trouver une nouvelle grâce et peut-être séduire par l'élégance plutôt que par la maladresse. Il investit 6500 francs dans des cours de danse. Les moqueries initiales laissèrent vite place à une forme d'admiration pour sa persévérance. Le voir esquisser quelques pas de danse, en chantonnant doucement, apportait une touche de poésie inattendue au milieu des classeurs et des sonneries de téléphone. Même Madame Sorel, une collègue de 65 ans, fut charmée par cette nouvelle facette de sa personnalité, prouvant que l'art et la musique abolissent les frontières de l'âge et ravivent la joie de vivre. L'entreprise se voulait aussi un lieu d'intégration et de progrès social. Sous l'impulsion du comité d'entreprise et des délégués syndicaux, une belle initiative vit le jour, l'intégration d'un employé porteur de handicap. Loin des réticences initiales fondées sur l'ignorance, l'idée fut accueillie avec un enthousiasme bienveillant. C'est une excellente idée, noble et altruiste, souligna le directeur. Cela nous rendra plus humains, plus ouverts. Et ce fut le cas. L'arrivée de ce nouveau collègue apporta un souffle de fraîcheur, balayant les préjugés et renforçant la solidarité au sein des équipes. Chacun se porta volontaire pour l'accueillir, lui faire une place, non pas par pitié, mais par une réelle volonté de partage. Les petites histoires d'argent, inévitables entre collègues, se réglaient toujours dans la bonne humeur. Quand Jean-Claude oubliait de rendre 500 francs à Sylvain, cela donnait lieu à des tractations comiques impliquant des tickets restaurants et des monnaies. D'échanges improbables. Mais au bout du compte, personne ne restait lésé. La fraternité l'emportait toujours sur les considérations matérielles. L'entraide prenait parfois des formes surprenantes. Maëva, angoissée à l'idée de conduire, trouva en Jean-Claude un instructeur de conduite inattendu. Lors de séances improvisées dans le parking de l'entreprise, il lui enseignait la maîtrise du véhicule avec une patience d'ange. À partir du moment où la route est difficile, tu agis avec douceur. Lui conseillait-il. Tu relâches tes jambes, tu respires profondément. Il faut rester détendu. Sentir les vibrations du moteur, faire corps avec la machine. Garder le manche du levier de vitesse fermement mais sans crispation. Ces conseils, bien que formulés avec son vocabulaire imagé de passionné d'automobile, aidaient véritablement Maëva à surmonter ses peurs. Elle finit par obtenir son permis, prouvant que la confiance en soi peut éclore grâce au soutien indéfectible d'un ami. Cependant, tout n'était pas toujours idyllique. Et l'intégrité de chacun fut un jour mise à l'épreuve. Le directeur des ressources humaines, dans un moment d'égarement paranoïaque, demanda à Jeanne de rédiger des fiches secrètes sur ses collègues, d'espionner leurs faits et gestes au nom de l'ordre de l'entreprise. Mais Jeanne, d'une droiture morale exemplaire, refusa catégoriquement cette mission déshonorante. « Je suis peut-être un peu désordonnée dans mon propre bureau, » affirma-t-elle avec une fierté rayonnante. « Mais je refuse de trahir la confiance de mes amis. L'ordre ne doit jamais primer sur l'éthique et le respect de la vie privée. » Son refus courageux fut une victoire éclatante pour les valeurs humanistes qui cimentaient le groupe. Sur le plan professionnel, les défis restaient stimulants. Vendre du matériel de bureau nécessitait psychologie et empathie. Lors d'un rendez-vous difficile, Jean-Claude démontra à un jeune collègue inexpérimenté que la vente n'était pas qu'une question de caractéristiques techniques. Il faut écouter le client, comprendre sa vie, ses défis. Lui expliquait-il après coup. S'il traverse une période difficile, comme un divorce,
Il ne faut pas lui parler comme à un simple portefeuille, mais comme à un être humain. La transaction doit devenir un moment d'échange, presque un acte de soutien. La bienveillance s'étendait même à la cafétéria de l'entreprise, affectueusement appelée le restaurant d'entreprise. Face aux inquiétudes légitimes liées à la qualité de l'alimentation et aux crises agricoles de l'époque, les employés militaires pour l'introduction d'une semaine de nourriture biologique. La santé et le bien-être de chacun devenaient une priorité collective. Ils refusaient de sacrifier leur équilibre sur l'autel des économies budgétaires. Enfin, la culture et l'art trouvèrent leur place au milieu des dossiers et des ordinateurs, grâce à un budget dédié à la sensibilisation aux arts plastiques. Le comité d'entreprise fit l'acquisition d'une toile peinte par la grand-tante d'une employée. Bien que le style abstrait au couteau laissât certains perplexes, la démarche était magnifique. L'art s'invitait dans les couloirs, suscitant des débats passionnés sur la beauté, le ressenti et l'expression de l'âme. Ce n'était plus un simple lieu de travail, c'était un espace de vie, de culture et d'épanouissement personnel. Au fil des saisons, l'entreprise se révéla être un formidable théâtre de la condition humaine. Les jalousies passagères liées à l'attribution d'une prime de mérite s'effaçaient rapidement autour d'un bon repas. Les angoisses liées aux examens médicaux annuels se transformaient en élan de soutien. Inconditional. Lorsque l'une d'entre elles craignait pour sa santé, c'est tout le service qui retenait son souffle, prêt à offrir réconfort et présence. Dans cet univers clos, la vie bouillonnait, joyeuse, tendre et profondément inspirante. Chaque journée était une nouvelle page blanche où s'écrivait une belle histoire d'amitié, de solidarité et d'amour du prochain. Les petits défauts de chacun devenaient des qualités attachantes, les échecs des leçons précieuses, et les réussites des victoires collectives. Et tandis que la lumière du soleil déclinait doucement sur la ville, illuminant une dernière fois la machine à café silencieuse, on savait que le lendemain apporterait encore son lot de rire, d'entraide et de chaleur humaine. L'essentiel était là, ensemble, ils formaient une communauté vibrante, prouvant que même au cœur du monde du travail, la plus belle des entreprises reste celle du cœur. La lumière du petit matin filtrait doucement à travers les grandes baies vitrées de la société, baignant l'espace de détente d'une lueur dorée et accueillante. L'odeur réconfortante du café fraîchement moulu flottait dans l'air. Véritable promesse d'une journée riche en échanges humains et en sourires partagés. Devant la machine à boissons, lieu central et névralgique de la vie sociale du bureau, Hervé Dumont, un homme à l'esprit vif et au cœur fondamentalement tendre, observait une petite affichette colorée placardée sur le mur de liège. Jean-Claude Convenant, son collègue de toujours, s'approcha avec son dynamisme habituel, un grand sourire illuminant son visage. Il portait son éternel costume, un peu froissé par l'enthousiasme de ses journées bien remplies, mais qui lui donnait ce charme si particulier du vendeur acharné. Jean-Claude tapota amicalement l'épaule d'Hervé, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Il lui fit remarquer l'annonce pour un stage de navigation en eau vive dans le magnifique département du Lot. Hervé, d'abord surpris, tenta d'expliquer que ce n'était pas son propre stage. Mais il reconnut bien vite que l'idée de passer tout un week-end dans la nature était particulièrement réjouissante. Les deux hommes s'accordèrent sur l'importance vitale du comité d'entreprise. Cette institution merveilleuse qui apportait tant de joie, de dépaysement, de plein air et de convivialité dans leur quotidien professionnel. Leur conversation dériva naturellement sur l'organisation de leurs jours de repos. Jean-Claude, toujours soucieux d'inclure ses amis, demanda à Hervé ce qu'il avait prévu pour le 26 du mois. Hervé, les yeux brillants de joie, annonça qu'il organisait une grande fête pour son anniversaire. L'idée de réunir tous ses collègues le comblait de bonheur. Il imaginait déjà les rires, les chants, et la grande bassine de sangria préparée avec amour dans le garage familial. Un lieu modeste mais parfaitement chauffé et rempli de bons souvenirs. Pourtant, rassembler tout le monde s'avérait être un petit défi. Fred, leur collègue au grand cœur mais à l'agenda souvent chargé, avait des amis de l'étranger qui venaient dîner.